Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance d'introduction au droit. Comme il est généralement de coutume dans une leçon introductive, ce premier chapitre sera consacré à proposer une définition de notre objet d'étude à une définition du droit. Avant d'aborder cette question de la définition, nous pouvons faire une remarque préliminaire. Notre société contemporaine est marquée, en effet, par un processus de juridicisation des rapports sociaux humains, c'est-à-dire une propagation du droit et des solutions juridiques à un toujours plus grand nombre de domaines de la vie sociale et économique. On peut prendre l'exemple de la relation parent-enfant pour illustrer ce processus. À partir du moment où l'enfant se voit reconnaître des droits qui sont définis juridiquement, dont le respect peut être imposé par une instance juridique, alors on peut affirmer que la relation parent-enfant n'est plus simplement une relation d'ordre intime, strictement privée, mais concerne aussi le droit, la société. Alors intéressons-nous maintenant à l'objet même de ce chapitre. Qu'est-ce que le droit ? L'évocation du droit renvoie à des images, éveille notre imaginaire. Ces images sont les codes juridiques, avec leur couverture rouge ou bleue selon l'édition. Le code civil, le code de la consommation, le code du travail, le code pénal, etc. C'est aussi la figure des juges, des procureurs, des avocats habillés de leur robe. Voilà généralement pour notre premier contact, nos premières représentations du droit. Mais pour rentrer plus profondément dans le cœur du sujet, il nous faut tracer une frontière entre le droit et des phénomènes proches, comme la morale, la religion, les règles sociales. Toutes ces sphères prétendent, comme le droit, réguler les comportements sociaux. Et il existe d'ailleurs des liens, comme on le verra, entre ces différentes sphères. Habituellement, on dit que le droit est un ensemble de règles. Mais alors, qu'est-ce qu'une règle ? Une règle est un instrument qui sert à tracer des lignes. La règle de droit est également un instrument qui sert à aligner les comportements autour du modèle qu'elle fixe. C'est-à-dire que le droit oriente des comportements et que la règle de droit est l'instrument, la technique qui permet cette direction des conduites humaines. La fonction première du droit est donc de diriger les conduites humaines. Et pour atteindre cet objectif, le droit propose un modèle de comportement prescrit ou défendu. Un modèle pour qu'on puisse calquer sa conduite. Par exemple, le vol est interdit. C'est un modèle de comportement défendu. Et pour assurer le respect de ce modèle, le droit sanctionne sa violation, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. À ce titre, on peut voir que le droit partage ici des ressemblances avec d'autres sphères sociales. La morale nous interdit également de voler. Dans les religions, le vol est considéré comme un péché. Et de manière plus générale, les normes sociales sanctionnent le vol par la réprobation. Alors, qu'est-ce qui distingue finalement, réellement, la règle de droit des autres règles des autres sphères, de la morale, de la religion, des normes sociales ? Parce que l'on voit toutes ces sphères ont pour but de diriger les conduites humaines en proposant un modèle et une sanction si l'on s'écarte de ce modèle. Une règle, qu'elle soit de droit, morale, religieuse ou sociale, comporte des caractéristiques communes. Première caractéristique commune, sa généralité et son impersonnalité. La règle s'adresse à tous, sans désigner quelqu'un en particulier. C'est pour cela qu'elle est formulée de manière abstraite, sans tenir compte des situations particulières. Par exemple, si l'on reprend l'interdiction de voler, celle-ci ne concerne pas un cas précis de vol, mais toutes les situations qui entreront dans cette catégorie. Alors pourquoi formuler la règle de manière abstraite ? Parce que l'abstraction est un gage d'égalité. Tous ceux qui se trouvent dans la même situation sont régis par les mêmes règles abstraites. C'est la garantie de l'absence d'arbitraire du législateur. Mais général ne signifie pas universel.
La règle peut s'adresser à une catégorie seulement d'individus. Par exemple, les règles qui s'appliquent aux consommateurs ne s'appliquent pas à tous, mais seulement aux consommateurs. Autre exemple, les règles de la Constitution qui s'appliquent au président de la République ne sont ni universelles ni individuelles non plus. Elles ne s'appliquent pas de manière individuelle à M. Macron, mais s'adressent à toute personne se trouvant dans la position de président. Elles s'adressent à tout président. Deuxième caractéristique de la règle, sa permanence et sa stabilité. Cela signifie que la règle reste en vigueur au-delà du changement de composition du Parlement, l'ayant adoptée. Elle reste applicable à chaque nouvelle situation entrant dans ses prévisions. Permanente et stable ne signifie pas éternelle ou immuable. Une règle peut toujours être modifiée. Donc les règles religieuses, morales ou sociales, comme les règles de droit, sont générales et stables. Mais quelle est donc la spécificité de la règle de droit par rapport aux autres sphères ? La règle de droit revêt un caractère obligatoire. Ce n'est pas une simple description de ce qui est, mais une prescription de ce qui doit être, le modèle qui doit être suivi. Comme l'affirmait Jean-Étienne Marie Portalis, l'un des fondateurs du Code civil au tout début du XIXe siècle, la loi permet ou elle défend. Elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Ce que prescrit la règle de droit s'impose. Il existe des règles impératives qui ne peuvent être écartées, qui ont un objectif d'ordre public, de sécurité, de santé, d'ordre, qui l'emportent sur les intérêts particuliers. On ne peut y déroger. Par exemple, la règle du salaire minimum légal est une règle impérative. Dans un contrat de travail, on ne peut avoir un salaire inférieur au salaire minimum légal. La règle de droit est donc une règle obligatoire. C'est aussi une règle sanctionnée, comme les autres règles, mais sanctionnée de manière très particulière. En cas de violation de la règle de droit, il y a possibilité de recourir à la contrainte. De ce point de vue, la règle de droit n'est pas comparable aux autres règles, car elle est le produit de l'État. Et ce qui distingue l'État des autres sphères qui créent des normes, religieuses, morales, sociales, c'est que l'État a le monopole de la violence physique légitime. Le monopole de la violence physique légitime, c'est une expression du sociologue allemand Max Weber. Que signifie-t-elle ? Elle veut dire que la violence privée est interdite et sanctionnée. La justice privée, c'est-à-dire le droit de se faire justice à soi-même, est interdite, sanctionnée. Que des particuliers non autorisés par l'État puissent faire usage de la violence sans être inquiétés, et c'est l'État qui est mis en échec ou qui s'est effondré. Par exemple, le cas de la Libye depuis 2014, où différents groupes et clans s'affrontent dans une guerre civile, est révélateur de l'effondrement de l'État libyen. Donc le monopole de la violence physique légitime implique l'interdiction et la sanction de la violence privée. Au contraire, c'est l'État qui monopolise la violence physique. Et cette monopolisation est une valeur partagée. Dans une société donnée, les citoyens croient que toute autre forme de contrainte physique doit être exclue. C'est en cela qu'elle est légitime. Enfin, le monopole étatique de la violence physique légitime s'exerce par des organes et des agences spécialisés de l'État. Les services de police, la justice, l'administration pénitentiaire. Pour résumer cette idée sur la spécificité de la règle de droit, on peut dire que toute règle est assortie en cas de violation d'une sanction. Par exemple, les règles sociales, si elles sont violées, font l'objet d'une sanction sociale, d'une réprobation sociale. Par exemple, si je viens demain à l'université dans un cours en présentiel habillé en clown, vous allez tous rire. Ce rire est une sanction sociale. La spécificité de la règle de droit est donc, en ce sens,
que sa sanction est assurée par des institutions spécialisées de l'État. Et la règle de droit peut bénéficier de la contrainte légitime, d'une exécution forcée de sanctions prononcées par le juge. Une question que l'on se pose souvent concernant la règle de droit est son lien avec la justice. La règle de droit est-elle une règle juste ? Ce qui nous amène à la définition du droit par sa finalité spécifique. Sous l'Antiquité, notamment grecque et romaine, le droit, c'est l'art du bien et du juste. Ainsi, le droit sera l'instrument privilégié de recherche de la justice avec un grand J. Mais qu'est-ce que la justice ? La justice est une valeur, un idéal collectif. On peut distinguer différentes conceptions de cet idéal. La conception formelle, d'abord, implique que les mêmes situations doivent être traitées d'une même façon. C'est l'exigence finalement d'égalité devant le droit qui est le fondement de cette conception formelle, de tracer une frontière nette entre la justice, d'une part, et l'arbitraire, d'autre part. D'autres définitions de la justice peuvent être données. Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, distingue la justice commutative de la justice distributive. La justice commutative est une justice sous forme arithmétique, donnant à chacun la même chose. La justice dite distributive est une justice sous forme de proportion géométrique. Elle consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. Le problème de la justice distributive est bien sûr de se poser la question suivante. Selon quels critères va-t-on attribuer à chacun ce qui lui est dû ? Selon ses besoins ? Selon le mérite ? Selon les réalisations ? Selon le rang ? Ce qui nous fait dire que la justice est en fait une notion subjective et relative. Le juste d'un temps ne sera pas celui du suivant. Par exemple, l'adultère a été dépénalisé et le divorce rendu facultatif pour cette cause depuis 1975. Également, le juste des uns n'est pas le juste des autres. Si l'on prend l'accouchement sous X, le juste de l'enfant, c'est la volonté de connaître ses origines. Et ce n'est pas le juste de la mère, qui n'a accepté l'abandon que sous promesse d'anonymat. Autrement dit, la considération de ce qui est juste ou non relève essentiellement d'un jugement de valeur, moral ou philosophique. C'est-à-dire que c'est davantage le sentiment du juste, de chacun, qui tient lieu de justice. En reliant cela au droit, cela peut poser des problèmes. En effet, si le contenu de la justice est relatif, variable, comment peut-on affirmer alors que le droit doit poursuivre l'idéal de justice ? Un autre problème se pose. La justice n'est pas la seule fin poursuivie par le droit. Le droit doit aussi assurer la sécurité, le progrès de la société, la santé publique, la paix, etc. Toutes ces valeurs, tous ces principes peuvent entrer en conflit avec la justice. On peut alors avoir un conflit de valeurs. Prenons l'exemple des règles de prescription qui empêchent d'agir en justice trop longtemps après les faits. En France, les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves, se prescrivent par 20 ans. Les délits par 6 ans. Les contraventions, c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement, se prescrivent par 1 an. Ces règles de prescription garantissent la stabilité et la paix sociale, mais font obstacle à ce que justice soit faite. En revanche, pour les pires des crimes, les crimes contre l'humanité, la justice l'emporte sur la stabilité et la règle devient alors celle de l'imprescriptibilité. En somme, il semble impossible de déterminer ce qui est juste. Est-il alors plus simple de reconnaître l'injuste ? Il est vrai que l'injustice se manifeste plus franchement que la justice. Comme l'affirmait le philosophe français Paul Ricoeur, la justice est plus souvent ce qui manque et l'injustice ce qui règne. Le sentiment d'injustice est également l'un des plus violents qui soit. Il est ressenti dès l'enfance,
face à des punitions excessives, des partages inégaux, des promesses non tenues. Il y a facilement un refus de l'injustice, une émotion, une révolte contre l'injustice. Faisons maintenant le lien entre injustice et droit. Doit-on reconnaître une loi injuste comme une loi ? Faut-il obéir à une loi injuste ? C'est un dilemme très classique. Et pour répondre à cette interrogation philosophique, permettez-moi de vous raconter deux histoires. Deux histoires qui se déroulent sous l'Antiquité grecque. La première histoire est celle d'Antigone, une tragédie grecque de Sophocle, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Créon, le roi de Thèbes et oncle d'Antigone, refuse d'accorder des funérailles à son frère Polynice. Antigone brave alors l'interdiction et décide de désobéir à la loi injuste pour enterrer son frère. Elle préfère suivre les lois de Dieu, éternelles et immuables, plutôt que le décret de Créon, jusqu'à la mort d'ailleurs, puisque Antigone est condamnée à mort. Il y aurait ainsi des lois supérieures, divines ou naturelles, qui prescrivent par exemple le respect dû aux morts, et des lois humaines qui devraient normalement se conformer aux lois supérieures et qui, dans le cas contraire, seraient injustes. On peut, à ce stade, réactualiser les enseignements de ce mythe antique à travers les mouvements de désobéissance civile. Prenons par exemple l'accueil des réfugiés dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes à la frontière franco-italienne, par des paysans et des citoyens. Certains d'entre eux, comme Cédric Héroux, ont été poursuivis pour avoir aidé des migrants, pour avoir commis un délit dit de solidarité. Les paysans, les citoyens ont estimé que cette loi était injuste et agissent au nom de principes supérieurs, comme la solidarité finalement. Le Conseil constitutionnel a tranché la situation en juillet 2018. Les personnes qui apportent une aide désintéressée aux migrants en situation irrégulière en France ne peuvent plus être poursuivies. Donc pour généraliser un peu cet exemple, on peut définir ce qu'est la désobéissance civile. Selon le philosophe états-unien John Rawls, la désobéissance civile est un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Deuxième histoire, celle de Socrate. Socrate, philosophe athénien, est injustement condamné en moins 399 avant Jésus-Christ pour impiété, pour mépris de la religion et corruption de la jeunesse. Il est condamné à mort par ingestion de ciguë. Ses amis l'encouragent à fuir et préparent même un plan d'évasion. Mais Socrate refuse. Il se soumet à la loi de sa cité, même si elle est injuste. Antigone ou Socrate ? Désobéir ou obéir à une loi injuste ? Vaut-il mieux une injustice qu'un désordre ? Ou un désordre qu'une injustice ? C'est un dilemme qui semble impossible à résoudre pour le droit, tant le droit doit à la fois réaliser la justice et assurer l'ordre. Pour finir ce chapitre introductif, nous allons tenter de distinguer le droit et la morale. Première tentative de distinction, on peut dire que le droit et la morale ne poursuivent pas les mêmes finalités. Les règles de droit prescrivent le juste, alors que les règles morales indiquent le bien. On peut dire aussi que le droit est une sorte de minimum éthique, alors que la morale est une plus-value. Mais on voit que cette différence est assez ténue finalement. Une deuxième tentative de distinction nous fait nous pencher sur les différences dans la source de l'impératif. Selon Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, la morale est autonome, tandis que le droit est hétéronome. La morale est autonome, c'est-à-dire qu'elle est la loi qu'on se donne à soi-même, sous la contrainte de sa conscience. Le droit est hétéronome, c'est-à-dire qu'elle est la loi extérieure, sous la contrainte des tribunaux.
Mais là aussi, on peut sans dire que ces différences sont assez artificielles. Le droit s'intéresse souvent aux intentions, par exemple l'intention de nuire. Et en sens inverse, la morale est loin d'être indifférente aux réalisations. Plus généralement, le droit et la morale se rejoignent souvent derrière de très nombreuses règles. Par exemple, l'obligation d'honorer et respecter ses parents est à la fois une règle morale et une règle juridique. L'article 371 du Code civil dispose que l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Autre exemple, le devoir de porter secours à personne en danger, ou encore l'interdiction de se prévaloir de sa propre turpitude, c'est-à-dire que nul ne peut réclamer justice si le dommage qu'il subit est le produit de ses actions menées illégalement. Dans ce dernier cas, le droit prend en compte la moralité du comportement pour le sanctionner. Mais malgré toutes ces ressemblances, le droit et la morale sont deux sphères séparées, évoluant chacune à son propre rythme. L'évolution des mœurs et du droit ne correspondent pas forcément. Selon les cas, le droit est en retard ou en avance. On peut d'ailleurs préciser cela en nous intéressant aux liens qui ont longtemps existé entre morale traditionnelle et droit. Morale et droit partagent de grands préceptes. L'interdiction de tuer, tu ne tueras point. L'obligation de respecter sa parole donnée, par exemple. Ces grands préceptes recoupent également des commandements religieux. La morale traditionnelle fut pendant très longtemps un système de transition entre le droit et la religion chrétienne. Mais le déclin de la pratique religieuse, la sécularisation et le désenchantement des sociétés occidentales font que le droit tend à s'éloigner de cette morale enracinée dans la religion chrétienne. Ces valeurs ne traduisent plus un consensus social. La morale traditionnelle fait alors place, en droit, à un mouvement de libéralisme culturel. La tendance contemporaine est à consacrer la liberté de l'individu. Elle prime sur l'ordre moral. Par exemple, le droit autorise l'interruption volontaire de grossesse depuis 1975, ce qui contredit la morale religieuse traditionnelle. Autre exemple, la procédure de divorce s'est assouplie au fil du temps avec par exemple la mise en place en 1975 également du divorce par consentement mutuel. En somme, le droit s'en remet au choix moral de chacun d'y recourir ou de s'y refuser. Dans le même temps, se développe un mouvement contraire. Apparaissent en effet de nouvelles exigences morales coupées des valeurs traditionnelles. Un grand rigorisme sur des conduites qui auparavant étaient tenues pour innocentes. Le tabagisme, par exemple, est de moins en moins toléré. Interdiction de fumer sur le lieu de travail, dans les lieux publics, centres commerciaux, aéroports, gares, dans les cafés, bars et restaurants, dans une voiture en présence d'un mineur. Autant d'exemples qui montrent un lien fort entre droit et morale, mais une morale désormais détachée des préceptes religieux. La morale traditionnelle décline donc dans l'ordre du droit. D'autres formes de morale émergent qui se caractérisent par leur dimension individuelle et leur visée pratique. La contrainte n'est pas extérieure, mais on appelle à la responsabilité individuelle. C'est ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique est plus relative que la morale traditionnelle. Elle vise la recherche de la bonne solution dans une situation donnée. Le bien n'est plus absolu, il est seulement dans certaines circonstances. L'éthique est particulièrement mobilisée pour accompagner le développement scientifique. L'idée est de rechercher un équilibre entre le progrès scientifique et ce qui peut être accepté dans une société. Il existe ainsi un Conseil consultatif national de l'éthique qui émet des avis sur les projets de loi bioéthique ou sur des questions nouvelles. Par exemple sur la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui,
l'euthanasie, la recherche sur l'embryon humain. L'éthique émerge aussi dans le domaine économique avec la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Il s'agit de réintroduire, sous couvert de morale et de responsabilisation, le respect par les entreprises de minima sociaux et fondamentaux. La responsabilité sociale des entreprises vise, en théorie du moins, à réguler les méfaits les plus grossiers de la mondialisation, d'éviter que les firmes multinationales recourent à des fournisseurs établis sur les territoires d'État dépourvus de législation protectrice, de faire en sorte que soient respectées des normes sociales et environnementales minimales. Par exemple, l'interdiction du travail des enfants, le souci d'une protection minimale de la nature. Les entreprises s'engagent alors à un comportement responsable, à ne pas produire dans des conditions indignes. Dans ce cadre, les organisations non gouvernementales jouent un rôle important puisqu'elles dénoncent auprès de l'opinion publique le comportement de certaines grandes entreprises. Ce qui fait que ces entreprises s'engagent à adopter un comportement éthique en termes de conditions de travail ou de protection de la nature. Des codes de conduite ou des chartes éthiques sont donc élaborés par ces entreprises. Mais c'est vrai que la RSE apparaît souvent comme un gadget marketing, sans impact juridique concret, sans sanction, pour se racheter une image finalement. Voilà, c'est fini pour ce premier chapitre de l'enseignement d'introduction au droit. Au terme de cette leçon, on peut définir ce qu'est le droit. Le droit est un ensemble de règles de conduite générales assorties d'une sanction contraignante et à des fins de justice.